imaginez. Le ciel est couleur de cendre. Pas un bruit à l'horizon. Seulement la sensation de l'eau qui monte, la terre qui tremble sous vos pieds. Il y a 12 000 ans, la plaine où vos ancêtres chassaient n'existe plus. Quand vous vous réveillez le matin, la côte s'est encore éloignée de quelques pas par rapport à la veille. Vos enfants ne demandent plus où elle est partie. Ils savent, l'eau l'avale. Vos poumons aspirent l'air froid, mais ce froid est différent. Il s'infiltre jusqu'aux os, s'enfonçant un peu plus à chaque respiration comme une lame de prix. Autour de vous, les montagnes de glace se fissurent et ce craquement résonne comme si les os du monde lui-même se brisaient. Et vous, au milieu de ce chaos, vous comprenez une chose, ce n'est pas aléatoire. Les films vous ont dit que l'âge de glace s'est écoulé lentement. C'est un mensonge. Les livres d'histoire l'ont romancé. La réalité est bien plus brutale. Car nos ancêtres ont vu de leurs propres yeux le système climatique s'effondrer, comme une chaîne de dominos qui tombe d'elle-même. Cette vidéo ne raconte pas la reconstruction globale d'il y a 12 000 ans, mais une réponse d'ingénierie calculée. Abonnez-vous, car ce qui est enfoui sous la glace, ce n'est pas seulement de la glace, c'est le premier protocole de la civilisation. Le son de la glace n'était pas un avertissement. Le son de la glace était une annonce. Il y a 12 000 ans, des murs de glace de 3 km d'épaisseur se dressaient sur l'hémisphère nord. Et ces murs faisaient quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des millions d'années. Ils s'effondraient. Mais cet effondrement n'était pas cette fonte lente et paisible sur des milliers d'années que les écoles vous ont décrites. Les carottes de glace du Groenland, ces archives climatiques enfouies dans la glace, nous racontent une toute autre histoire. En quelques décennies, un simple clignement d'œil à l'échelle des temps géologiques. Les températures n'ont pas grimpé de quelques degrés, mais de 10 degrés entiers. Le système a réagi soudainement, comme une panne de protocole. Et le prix de cette réaction s'est étendu à tous les continents. Pour comprendre cela, il faut d'abord planter le décor correctement. Il y a environ 20 000 ans, au dernier maximum glaciaire, le monde était méconnaissable. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. L'Angleterre n'était pas une île séparée de l'Europe. Entre les deux s'étendait une vaste plaine nommée Doggerland. Une terre où les gens chassaient, s'installaient, allumaient des feux. Les îles d'Indonésie n'étaient pas séparées. Elles formaient un seul continent appelé Sundaland. Le fond du golfe Persique était à sec, traversé par des rivières. Les plateaux continentaux qui reposent aujourd'hui sous la mer Égée étaient alors des plaines. Le monde était une version entièrement différente de la géographie que nous connaissons. Et sur cette version vivaient des humains qui ont enterré leurs proches, raconté des histoires, construit des lieux sacrés. Puis le système a commencé à perdre son équilibre. Les changements à long terme de l'orbite terrestre, ces rythmes astronomiques connus sous le nom de cycle de Milankovitch, augmentaient lentement l'ensoleillement atteignant l'hémisphère nord. Les glaciers ont commencé à fondre. Mais cette fonte n'était pas un processus régulier, prévisible, calculable. Une fois qu'elle a franchi un certain seuil, des boucles de rétroaction auto-accélératrices se sont enclenchées. La glace fondant, la surface plus sombre de l'océan et de la Terre étaient exposées, ces surfaces sombres. Au lieu de réfléchir la lumière du soleil, l'absorbaient, se réchauffèrent davantage, faisant fondre plus de glace. Le système était comme une machine qui se dévorait elle-même. Et au beau milieu de l'Amérique du Nord,
sur les bords fondants de l'Inland 6 laurentidien. Une structure sans précédent dans l'histoire se formait, le lac Agassiz. Gravez ce nom dans votre esprit, cette masse d'eau douce gigantesque, faisant paraître petit le volume total des grands lacs actuels, était retenu par des barrages de glace. Imaginez des milliards de tonnes d'eau douce, profonde et froide, couvrant une grande partie du Canada actuel. Cette eau attendait derrière un barrage, appuyé contre un mur de glace. Et ce mur de glace fondait. Il y a environ 12 800 ans. Ces barrages de glace ont cédé. La rupture elle-même s'est probablement produite en quelques heures, peut-être quelques jours. À l'échelle des temps géologiques, c'est aussi instantané qu'un électron sautant d'un atome à l'autre. Et ce saut a créé une catastrophe hydraulique qui défie l'imagination de l'homme moderne. Un volume d'eau équivalent à 800 piscines olympiques par seconde s'est déversé dans l'Atlantique Nord. Ces flots, s'étendant des plaines nord-américaines jusqu'à la côte océanique, ont laissé des cicatrices permanentes partout où ils sont passés. Des canaux géants, des vallées creusées, des blocs de roches déplacés, encore visibles aujourd'hui. Les Channeled Scablands, dans l'est de l'État de Washington, les terres déchirées et ravinées, sont la signature encore indélébile de ces inondations, des dizaines de milliers d'années plus tard. Mais la véritable destruction n'a pas eu lieu sur Terre. La véritable destruction a commencé dans l'océan. Ces milliards de tonnes d'eau douce se sont répandues à la surface de l'Atlantique Nord comme une couverture. Normalement, la surface de l'océan est salée et dense. Grâce à cette densité, l'eau qui se refroidit plonge vers le fond, faisant fonctionner le tapis roulant océanique mondial, appelé la circulation thermo-haline. Le Gulf Stream fait partie de ce système, ce courant océanique géant qui réchauffe l'Europe, transportant la chaleur de l'Atlantique Nord vers l'Arctique, dépend de la différence de salinité. Lorsque l'eau douce s'est répandue à la surface, l'équilibre de la densité a été rompu. La plongée de l'eau a ralenti. Le système a freiné. Et selon certains modèles, il s'est presque arrêté pendant une courte période. Résultat, l'hémisphère nord a perdu sa source de chaleur. En quelques décennies, les températures en Europe et en Amérique du Nord ont chuté de façon spectaculaire. Les forêts ont reculé. Les plantes de la toundra, la fleur dryas, qui a donné son nom à cette période, se sont à nouveau propagées. Les glaciers sont partiellement revenus sur les terres qu'ils avaient libérées. Le monde, en plein milieu d'un processus de réchauffement, s'est soudainement refroidi à nouveau. On a appelé cela le Younger Dryas, le Dryas récent. Et cette période a duré environ 1200 ans. Pensez-y, 1200 ans. Remontée dans le temps depuis aujourd'hui, c'est une période qui s'étend avant le début des croisades, bien avant l'ère viking, bien avant la chute de l'Empire romain. Pour nous, ce temps remplit les livres d'histoire. Mais pour les gens qui vivaient il y a 12 000 ans, cela représentait des dizaines, des centaines de générations. Ils sont nés et morts dans ce froid. Certains ont peut-être écouté les récits des anciens, se souvenant du réchauffement précédent, de l'expansion des terrains de chasse, de l'abondance des plantes. Mais ce monde-là n'existait plus. Et il ne s'agissait pas seulement du froid. Pendant le Dryas récent, la grande diversité animale de l'Amérique du Nord s'est effondrée. Plus de 30 espèces de mégafaune, du mammouth et du mastodonte au tigre à dents de sabre, en passant par des espèces de tatous plus grands qu'une tortue. Des paresseux géants
et le cheval américain ont soit complètement disparu, soit considérablement diminué pendant cette période. Certains accusent le changement climatique, d'autres la pression de la chasse humaine. Il est très probable que les deux aient joué un rôle. Pourtant, le résultat reste le même. L'écosystème qui nourrissait le chasseur de l'âge de glace était en train de se désintégrer. Cette connaissance a coûté cher. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Venons-en maintenant à la couche la plus controversée, la plus frappante de l'histoire. En 2007, un groupe de chercheurs a découvert quelque chose d'étrange dans différentes couches archéologiques d'Amérique du Nord. Dans les strates de sol datant d'environ 12 800 ans, c'est-à-dire précisément au début du Trias récent, se trouvaient des substances inhabituelles, des nanodiamants, des concentrations d'iridium et de platine, des sphérules de verre microscopiques. Toutes ces substances se forment dans des conditions de haute température et de haute pression. L'activité volcanique ne pouvait pas les expliquer, mais un impact cosmique, si. L'hypothèse était la suivante. Il y a environ 12 800 ans, les fragments d'une comète désintégrée se sont abattus sur les calottes glaciaires de l'hémisphère nord. Cet impact n'a pas laissé de cratère direct, car frapper la glace est différent de frapper la roche. Mais les fragments frappant la glace ont instantanément créé d'énormes colonnes de vapeur, déstabilisé les masses glaciaires, déclenché des incendies régionaux et fait céder les derniers barrages du lac Agassiz, déjà en équilibre critique. Cette fine couche chimique, appelée le black matte, a été retrouvée non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe et au Moyen-Orient, en Syrie, au Liban, en Jordanie. La même date, la même signature chimique, la même concentration. Ce n'était pas un événement local. La communauté scientifique débat encore de cette hypothèse. Certains géologues contestent l'interprétation des données, considérant l'absence de cratères comme un problème majeur. Mais, chaque année, de nouvelles preuves s'ajoutent. Une étude publiée en 2025 sur des sédiments de la baie de Baffin a montré que des particules ressemblant à de la poussière de comète coïncidaient exactement avec le début du Trias récent. La discussion se poursuit, mais l'existence même du débat montre que cette hypothèse est désormais prise au sérieux. Qu'il s'agisse d'un impact cosmique ou simplement d'une débâcle glaciaire, le résultat était le même. Le monde tremblait. Et les humains qui vivaient sur ce monde tremblant en faisaient l'expérience directe. Imaginez, une communauté au bord d'une rivière. Votre grand-père chassait dans la plaine de l'autre côté de cette rivière. Votre père a établi un camp dans cette même plaine. Maintenant, vous regardez et cette plaine a disparu. Les eaux montent lentement, mais inévitablement, un peu plus chaque année. Les pierres que vous considériez comme sacrées sont maintenant sous l'eau. L'endroit où reposent les os de vos ancêtres est désormais un bas-fond. Et cette montée ne s'arrête pas. Le niveau des mers a augmenté de 120 mètres en quelques millénaires, de la fin de l'âge de glace au début de l'Holocène. Mais cette montée n'était pas une courbe lisse. Pendant des périodes de saut soudains appelées meltwater pulse, des élévations de plusieurs mètres par siècle se sont produites. Aujourd'hui, nous discutons d'une élévation du niveau de la mer de 20 cm par siècle, comme d'une crise mondiale. À cette époque, les gens faisaient face à une élévation de 2 à 4 mètres par siècle. C'était une transformation visible, tangible, au cours de la vie d'une génération, où l'embouchure d'une rivière se fermait, où une côte reculait de 100 mètres.
Le Doggerland repose aujourd'hui sous la mer du Nord. Les archéologues qui y plongent trouvent des dents de mammouth et des outils en pierre accrochés dans les filets de pêche. Les îles d'Indonésie faisaient partie d'un continent il y a des milliers d'années et des cultures enfouies sous ce continent. Il ne reste aujourd'hui que des légendes. Les chercheurs qui cartographient les lits des rivières au fond du golfe Persique trouvent dans ces vallées les traces de villages, les restes de foyers. Les humains ont vécu ce changement et ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Dans chaque culture du monde, il y a un mythe du grand déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh des Sumériens, les eaux montent, un homme construit une arche, sauve les animaux. Le Noé de la Bible porte la même structure. Le déluge de Manu dans la mythologie hindoue. Le déluge de Deucalion dans la mythologie grecque. Le grand déluge de Yu en Chine. Dans des dizaines de cultures amérindiennes différentes, des histoires où les eaux montent, où les gens se réfugient sur les hauteurs, où l'ancien monde est submergé. La répétition de cette même structure dans des géographies si différentes, auprès de cultures si indépendantes, ne peut pas être une coïncidence. Ces histoires sont les archives orales d'un traumatisme collectif, le vestige d'une expérience transmise de génération en génération, peut-être de bouche à oreille pendant des milliers d'années, mais qui n'a pas perdu son essence. Nos ancêtres ont vu ces eaux monter. Et cette image, ils l'ont racontée à leurs enfants en mourant. Les enfants à leurs petits-enfants, les petits-enfants à leurs propres petits-enfants, jusqu'à l'invention de structures comme le lac Agassiz. Mais il y a la calotte glaciaire du Groenland. Il y a la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale. Et les températures des océans exercent aujourd'hui aussi une pression sur l'équilibre délicat de la circulation thermo-haline. Le premier maillon de la chaîne qui a déclenché le Dryas récent était un déversement d'eau douce. Quelques centaines de kilomètres cubes d'eau douce seulement ont fait s'effondrer le système. Nos ancêtres ont vécu cet effondrement et l'ont raconté. Nous lisons leur récit. La question est, à qui laisserons-nous notre propre récit ? Les réponses attendent dans les glaciers, dans les couches de sédiments et dans la mémoire millionnaire des carottes de glace. Abonnez-vous.